Bienvenue. Alors, on rappelle que nous sommes enregistrés puisque ce webinaire fera l'objet d'un replay à disposition de toutes les personnes qui se sont inscrites. Voilà, prenez place et nous allons pouvoir attaquer en ce mercredi 21 mai 2025. C'est parti donc pour un webinaire d'1 heure qui va nous permettre de développer la thématique de l'impact comme nouvelle boussole des entreprises. Alors, nous allons avoir plusieurs séquences durant cette heure qui va nous rassembler. Je vous annonce 3 séquences. Donc, une séquence qui va nous permettre d'accueillir Octave Le Clingens d'Impact France. Je le présenterai un petit peu plus amplement après. Nous aurons une seconde séquence avec un témoignage d'entreprise. Les Jeux Génin, qui est une entreprise vendéenne, et nous aurons le plaisir d'accueillir en témoin la directrice du développement social en la personne d'Alexandra Bachelier que nous accueillerons tout à l'heure. Et cette séquence entreprise, un témoignage d'entreprise, sera animée par Simon Luc, que vous connaissez bien au Comité 21, qui est notre responsable des territoires durables et qui est aujourd'hui aussi chargé de l'intérim de la direction. Voilà, et puis nous aurons la troisième séquence classique, parce que c'est important, la convivialité de ces webinaires, c'est la fameuse séquence questions-réponses. Alors moi-même, je suis Sandrine Meizano, je suis vice-présidente du Comité 21 et vous le savez, j'adore modérer ce genre de moments d'interaction et de convivialité sur des sujets très importants. Donc je rappelle, je suis donc experte RSE et j'ai une vingtaine d'années d'expérience de direction de PME et de TI que je mets au service aujourd'hui d'organisation dans tout ce qui est stratégie en partenariat sociétal et ce qui me permet aussi de former nos jeunes notamment des étudiants en MBA sur la RSE, donc en termes de master. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons donc à l'impact. L'impact, c'est un gros sujet, tout le monde a ce terme à la bouche, et peut-être Octave, puisque tu es directeur de l'Impact Lab, donc au sein du grand mouvement Impact France, on va parler avec toi de l'impact. Peut-être se faire un focus tout de suite sur, finalement, à mon sens, les 3 points que tu dois développer avec nous ce matin. Alors peut-être de nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'impact, parce qu'effectivement, en termes de sémantique, c'est un sujet utilisé à beaucoup de sauces, en tout cas au sein des experts, ça a une signification particulière. Ça relève d'un concept tout à fait pointu que tu nous détailleras. Nous redire peut-être quelques mots sur Impact France, qu'on comprenne bien, et puis l'Impact Lab aussi. Et puis l'idée ce matin, puisqu'on aime bien faire des webinaires concrets, c'est de présenter un outil qui est particulièrement adapté aux entreprises, qui s'appelle donc l'Impact Score. Et je vais t'inviter donc Octave à nous expliquer tout cela. Et ce fameux outil, à quoi sert-il? Comment ça fonctionne? C'est à toi. Merci beaucoup Sandrine, merci Simon de m'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire, ravi d'être parmi vous. Euh, Effectivement, donc au mouvement Impact France, peut-être pour se présenter rapidement, ce qu'il faut savoir avant d'aller dans le vif du sujet, c'est que nous sommes une organisation patronale qui est née il y a 15 ans, un réseau d'entrepreneurs engagés dans la transition écologique et sociale. On rassemble aussi bien des entreprises à impact positif dans leur cœur d'activité, que aussi des entreprises en transition. Je sais que beaucoup d'entre elles font partie du comité 21, des entreprises qui s'engagent assez sincèrement dans leur démarche de transition écologique et sociale. Et donc, avec ce mouvement Impact France, on porte la voix aujourd'hui de 30 000 entreprises partout en France qui s'engagent sur ces sujets. Et notre mouvement est aujourd'hui co-présidé par Pascal Demurger, qui est le dirigeant de la Maïf, et Julia Faure, qui est la fondatrice de Loom, qui est une marque textile éco-responsable. Euh, donc, notre ambition pour les prochaines années, c'est de devenir un mouvement patronal assez incontournable qui pèse auprès de décideurs politiques et économiques. Enfin, pour terminer et se présenter rapidement, on a 3 activités aujourd'hui au sein de notre mouvement. La première activité qui est de fédérer tout l'écosystème des entreprises qui s'engagent. Et donc ça, on le fait en essayant d'organiser des événements un peu partout en France et toute l'année. Euh, on a une deuxième activité qui est de faire du plaidoyer et de l'influence pour interpeller des décideurs politiques et faire évoluer le contexte réglementaire de manière favorable aux entreprises qui s'engagent. Et enfin, une dernière activité dont je m'occupe, que je dirige avec l'Impact Lab, qui est de faire progresser les entreprises
vers plus d'impact social et écologique. Et donc pour les faire progresser, on construit tout type de ressources, d'outils, et c'est notamment ce dont je vais vous parler aujourd'hui avec l'Impact Score. Peut-être pour répondre à une autre question de Sandrine, Sandrine, tu l'as dit en introduction, le terme d'impact, aujourd'hui on l'entend de plus en plus, mais pour certains c'est parfois compliqué de savoir ce qui se cache derrière ce mot-là. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a construit justement une pyramide de l'engagement en quelque sorte pour essayer de définir les différents degrés d'engagement des entreprises. Ça nous semble important parce que aujourd'hui, toutes les entreprises ne peuvent pas prétendre être des entreprises à impact positif. Ce qu'on a fait donc avec une trentaine de réseaux, c'est qu'on a défini cette pyramide et donc pour la commenter, donc on retrouve en bas de l'échelle de l'engagement les entreprises qui ne respectent pas les normes légales. Elles sont encore très nombreuses, parfois majoritaires, et donc elles ne souhaitent pas aller plus loin, enfin elles ne respectent même pas ce qui leur est demandé. On a un niveau au-dessus qui va être les entreprises qui respectent les normes légales, mais qui vont agir plutôt par contrainte réglementaire, mais sans forcément aller plus loin, sans conviction personnelle de l'entreprise. C'est ce qui les distingue un petit peu des entreprises qui ont une stratégie RSE, donc des entreprises qui vont, au-delà des obligations réglementaires, aussi essayer de construire un plan d'action pour réduire leurs externalités négatives, et donc essayer de baisser leur bilan carbone, de recruter de manière plus inclusive, d'avoir des personnes en charge des sujets RSE. Et donc c'est un niveau d'engagement supplémentaire. Cela dit, ces entreprises qui mettent en place une stratégie RSE vont avant tout chercher à faire moins mal, mais ne vont pas forcément toujours repenser pour autant leur modèle d'affaires, leur cœur d'activité. C'est un petit peu ce qui les distingue des entreprises qui sont plutôt en transition. Donc une entreprise en transition est une entreprise qui, bien sûr, va chercher à limiter ses externalités négatives, comme on le disait tout à l'heure, mais qui, en plus de ça, va aussi repenser son modèle d'affaires, son cœur d'activité pour essayer de parfois intégrer vraiment un impact positif dans son cœur d'activité, dans son offre, euh, et donc qu'elle puisse inventer une nouvelle forme de modèle économique finalement. Enfin, le dernier niveau qu'on peut voir tout là-haut, et c'est le niveau des entreprises à impact positif. Une entreprise à impact, c'est une entreprise enfin, dont le cœur d'activité cherche à résoudre un problème social ou environnemental. Et donc, chaque euro de chiffre d'affaires qui est généré par cette entreprise, c'est un petit peu d'impact positif généré en plus. Euh, donc, par exemple, on peut citer un exemple comme Too Good To Go. Donc, dès que Too Good To Go fait un euro de chiffre d'affaires, c'est un petit peu de tonnes enfin, c'est un petit peu de kilos de déchets qui sont évités, par exemple. Euh, et donc pour illustrer tout ça, montrer la différence entre ces différents degrés d'engagement, en fait, on évalue ces différents degrés d'engagement en regardant trois critères principalement. Le premier qui est celui de la limitation des externalités négatives, je le disais, quelque chose d'important à partir du niveau 3. Donc, pour mettre en place une stratégie RSE, c'est l'engagement principal qu'on demande. On a un deuxième critère qui est le partage du pouvoir et de la valeur. Donc, tous les sujets de gouvernance, de prise de décision qu'on partage, de valeur qu'on partage avec ses salariés. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui surtout est demandé à partir du niveau 2. On voit que les entreprises en transition souvent essayent de mettre en place une gouvernance plus participative, démocratique notamment. Euh, et c'est bien sûr quelque chose qui va être demandé pour les entreprises à impact. Et enfin, le dernier pilier, stratégie à impact positif. Donc là, on parle vraiment du cœur d'activité de la structure. Et donc, selon le cœur d'activité, l'entreprise peut être placée plus ou moins haut ici. Et donc, les entreprises à impact, je le disais, ont un cœur d'activité qui cherche à résoudre un problème social et écologique. Les entreprises en transition, elles, cherchent à y aller de plus en plus, d'où la couleur orange qu'on peut voir ici. Euh, N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions, si vous, si On invite nos participants à mettre les questions dans le chat et on va organiser ça après. T'inquiète pas, Octave. On te laisse dérouler tranquillement. Vas-y. Très bien. N'hésitez pas à lever la main aussi, on pourra prendre les questions si besoin. Euh, et donc ces trois piliers, en fait, sont des piliers. Voilà, on peut dire que parfois les différents degrés d'engagement sont pas forcément très simples à identifier. Et peut-être que vous, en tant que participant, c'est pas forcément très simple pour vous de vous positionner sur un de ces degrés d'engagement. Et c'est justement pour ça qu'on a essayé de construire
un outil qui permet d'y voir un peu plus clair sur où est-ce qu'on se situe. Mais peut-être avant d'aller là-dessus, ce que je voulais, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que euh, de plus en plus, les entreprises cherchent à aller chercher des certifications, des labels. Et nous, on pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça a plusieurs avantages pour une entreprise. Premièrement, ça lui permet de faire son diagnostic, de se lancer dans une démarche de labellisation. Ça permet de voir où est-ce qu'on en est. Euh, Ça lui permet aussi d'identifier ses points forts et ses points faibles à partir d'une grille d'analyse et donc de se mettre dans une dynamique de progression. Euh, et enfin, une dernière bonne raison d'y aller, c'est que ça permet aussi de communiquer sur ses engagements auprès de ses parties prenantes. Néanmoins, il faut faire attention à se lancer dans cette démarche pour les bonnes raisons. Euh, Nous pensons que se lancer dans une démarche de labellisation, ça ne doit pas uniquement être là pour faire de la communication et valoriser son engagement. Ça doit être bien sûr aussi là pour aider l'entreprise à progresser. Donc, selon nous, les deux dimensions, enfin les trois dimensions sont vraiment importantes. Cela étant dit, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que maintenant qu'on a vu que l'importance d'aller chercher des certifications ou des labels, euh, ça nous semblait intéressant de vous montrer aujourd'hui quels sont les référentiels qui existent. Comme vous pouvez voir, il y en a un bon nombre. On a plusieurs types de certifications, de labels, qui sont à chaque fois plus ou moins adaptés à la taille de chaque structure. Et puis, qui peuvent être aussi venir évaluer des choses différentes. On a certaines certifications qui viennent regarder l'impact social et écologique à la fois, ESG. On va en avoir qui vont regarder uniquement la partie écologique, d'autres uniquement la partie sociale. Euh, et donc, parmi ces référentiels, c'est important de mentionner que tous les labels, toutes les certifications ne se valent pas. Certains sont plus sérieux que d'autres. Euh, et là, on peut citer parmi ceux qu'on voit ici, les plus répandus, les plus reconnus ici en France. On peut citer la certification B Corp, qui est voilà, une certification américaine qui a été obtenue par plus de 500 entreprises en France, voilà, une grille qui est assez exigeante. On pourrait citer aussi les labels produits par l'agence Lucie, notamment le label Lucie 26000, qui est un label intéressant qui permet de valoriser son engagement, ou encore le label engagé RSE de l'AFNOR, qui s'appuie sur la norme ISO 26000. Et voilà, on a d'autres référentiels. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans le chat si vous avez déjà obtenu certaines de ces certifications ou labels. On sera curieux de savoir tout ça. Donc ça, c'est les labels qui sont, je dirais, d'ordre général et qui viennent évaluer une entreprise dans sa globalité. Mais il faut aussi avoir en tête que on a aussi des certifications, des labels qui peuvent être sectoriels. Donc là, on voit vraiment, on parle d'une jungle des labels. Vous voyez qu'il y en a beaucoup et ça peut faire peur en fait. Donc là, selon votre secteur d'activité, il peut être pertinent d'aller chercher tel ou tel label parce que ça va être avec une grille d'analyse qui va être plus spécifique à votre secteur d'activité. Et certains de ces labels vont être aussi assez reconnus du grand public. Donc c'est voilà, quelque chose d'intéressant comme démarche à mettre en place. Euh, Là-dessus, je le disais, on parle d'une jungle des référentiels. Je pense que globalement, notre message derrière tout ça, c'est que la création, la multiplication de ces référentiels, c'est plutôt une bonne chose à l'origine. Ça part d'une bonne intention qui est d'aider les entreprises à s'évaluer, à progresser et à communiquer sur leurs engagements. Euh, Cependant, avec la multiplication de ces référentiels, ça devient finalement assez compliqué pour les dirigeants d'entreprise de savoir par où commencer, parce qu'il faut choisir parmi toutes ces certifications. Et c'est aussi assez compliqué pour le grand public, pour toutes les parties prenantes, de savoir à qui se fier, savoir quelles sont les certifications les plus reconnues, les plus sérieuses. Et donc, face à cette multiplication, il nous a semblé assez important d'imaginer un référentiel commun. Donc, c'est ce qu'on a souhaité faire en rassemblant une 30aine de réseaux, dont le Comité 21, et puis aussi les grandes certifications et labels en France, pour pouvoir imaginer un référentiel commun. Donc, je le disais, le référentiel, il est commun parce que on a mis autour de la table les meilleurs experts français sur les sujets de transition écologique et sociale. Et notamment, on a mis autour de la table les 5 plus grands labels et certifications en France que sont EcoVadis,
Bicorp, l'AFNOR, l'agence Lucie et Positive Compagnie, euh, voilà, qui sont un petit peu tous concurrents les uns les autres, mais qui ont accepté de se mettre autour de la table pour imaginer ensemble un référentiel commun sur lequel on se met d'accord collectivement. On voit que ces acteurs-là, donc, ils participent à améliorer au quotidien les indicateurs de l'impact score et que il participe aussi à faire en sorte que l'impact score soit la première étape qui permet de s'évaluer et qui permet de se préparer à d'autres référentiels plus poussés ensuite. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Avec ce comité d'experts, on a beaucoup travaillé sur le fait que l'impact score soit interopérable, compatible avec d'autres certifications. Et donc, lorsque vous finissez votre impact score, vous allez le voir qui est gratuit, qui est rapide, qui se fait très simplement. En fait, vous avez déjà précollecté des données qui vont pouvoir vous être utiles pour répondre ensuite à d'autres référentiels qui vont être plus poussés, que ce soit EcoVadis, que ce soit Bicorp, que ce soit la CSRD par exemple. Donc, on a fait un gros travail de ne pas réinventer la roue, mais plutôt d'aller chercher dans l'Impact Score les indicateurs les plus pertinents de chaque référentiel. On a aussi des acteurs comme l'ADEME, comme l'Ordre des experts comptables qui participent à mettre à jour aussi les indicateurs de l'Impact Score. Cet outil, il est commun également parce que nous avons mis autour de la table un comité des parties prenantes. Donc, on rassemble une vingtaine de réseaux d'entrepreneurs, dont le comité 21, tous ces acteurs-là qui en fait, proposent à leurs membres et à leurs adhérents de s'évaluer avec ce référentiel de l'impact score. Et donc, c'est un peu le message aussi pour vous aujourd'hui. Euh, on vous propose de vous lancer dans cette démarche. On va y revenir juste après. Mais on voit que de plus en plus de parties prenantes de l'entreprise aussi s'intéressent à cet outil et le demandent à leurs entreprises. C'est le cas de plus en plus de grandes banques qui le demandent à leurs clients. Pour Banque Populaire, Caisse d'Épargne, BNP Paribas le font. Euh, c'est le cas de certaines entreprises qui le demandent à leurs fournisseurs ou à leurs clients. C'est le cas de la Maïf ou Enedis, par exemple. Et de plus en plus, c'est le cas d'investisseurs. On ne les voit pas ici, mais on a des sociétés de gestion qui demandent l'impact score aux entreprises qu'elles financent. Et sur les financements, il y a aussi des financements publics, donc un certain nombre de collectivités territoriales qui ont même choisi de rendre obligatoire l'impact score pour toutes les entreprises qui font une demande de subvention. Donc si vous êtes sur une de ces régions ou métropoles que vous voyez en bas à droite, euh, il est obligatoire de répondre à l'impact score si vous souhaitez demander une subvention de la collectivité territoriale. Et finalement, l'intérêt d'avoir un référentiel commun comme celui-ci, c'est de pouvoir faire son impact score une fois et ensuite de pouvoir le valoriser auprès de toutes ses parties prenantes, auprès de sa collectivité, de sa banque, de son expert comptable, de son réseau d'entrepreneurs. Et donc finalement, ça limite le nombre de référentiels auxquels vous allez pouvoir répondre. Euh, D'où le titre de notre webinaire qui est vraiment de proposer une boussole aux entreprises qui sont effectivement un peu perdues avec tous ces acteurs et toutes ces parties prenantes. Absolument. Merci Sandrine, effectivement. Aussi pour que vous ayez un petit peu plus de connaissances sur cet outil, donc je le disais un petit peu tout à l'heure, mais c'est un outil qui est totalement gratuit pour toutes les entreprises. Le score est généré automatiquement à la fin du questionnaire. C'est un outil qui est aussi très rapide. Donc notre promesse, c'est qu'en moins de 2 heures, vous allez pouvoir finir votre impact score. Il n'y a pas de document justificatif demandé. Et il y a une cinquantaine de questions en tout. Euh, 2 heures, c'est vraiment, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais c'est quand même très peu par rapport à d'autres référentiels qui prennent souvent des semaines, des mois, voire des années de travail. Euh, et enfin, le dernier point important, c'est que l'impact score est assez universel, dans le sens où il est bien adapté à tout type d'organisation. Donc, il est bien adapté pour notamment les TPE, PME, aussi bien que pour les ETI et grands groupes. Aujourd'hui, en chiffres, on a bientôt 10 000 entreprises qui auront fait leur impact score. On est à 9 000 aujourd'hui. Euh, et je le disais, donc c'est un référentiel bien adapté à tout type d'organisation. On le voit avec le chiffre des 95%. 95% des répondants de l'impact score sont des TPE-PME. Et on est un petit peu le seul référentiel à pouvoir afficher un chiffre aussi élevé. La plupart des labels, certifications sont aujourd'hui plutôt imaginés pour des ETI ou des grands groupes. Mais ça nous semble très important d'embarquer aussi tout le tissu des TPE-PME. Et donc, pour finir sur un dernier chiffre, on a un score moyen aujourd'hui qui est de 54 sur 100. Donc, c'est une note qui va de 0 à 100. Et donc, ça permet de s'évaluer et de se comparer assez simplement à d'autres entreprises.
Enfin, peut-être que je vous laisserai, je laisserai ensuite Sandrine poursuivre, mais on voit ici l'architecture de l'impact score. C'est un référentiel qui est assez intéressant parce qu'il vient évaluer vraiment votre stratégie RSE et d'impact à 360 degrés. On vient regarder dans un premier temps comment est-ce que votre organisation limite ses externalités négatives, qu'elles soient sociales sur les sujets de diversité et inclusion, ou écologiques, sur les sujets carbone, biodiversité, économie circulaire par exemple. On a un deuxième grand pilier qui évalue le partage du pouvoir et de la valeur, donc tous les sujets de gouvernance, donc le G de l'ESG. Dans le partage du pouvoir, on regarde comment est-ce que la prise de décision est partagée, comment est-ce que les équipes sont formées, etc. Et sur le partage de la valeur, comment est-ce que la valeur créée est partagée entre les parties prenantes, avec les salariés, s'il y a des actions de mécénat par exemple. Et enfin, le dernier pilier, stratégie à impact positif, lui, il vient plutôt regarder le cœur d'activité de votre structure pour voir si elle est plutôt à impact positif ou pas. Et donc, je pense que vous l'avez reconnu, les trois piliers qu'on voit ici sont les trois mêmes qu'on avait évoqués tout à l'heure pour définir les 5 degrés d'engagement. Logiquement, à partir de cette grille de l'impact score, vous avez la possibilité de vous situer par rapport à tout ça. Ça vous permet en fait d'identifier vos points forts et vos points faibles et ça vous permet ensuite de vous mettre dans une dynamique de progression assez simplement. Euh, Je te confirme que cette grille, elle a des vraies vertus pédagogiques, puisque moi-même, je l'utilise avec des étudiants pour qu'ils aient bien en tête toutes les démarches, tous les sujets auxquels il faut penser en termes de RSE quand on commence à parler d'impact au niveau de son entreprise. Donc, je trouve qu'elle est effectivement très pédagogique avec les 20 points qu'elle met en avant. Oui, tout à fait. Et justement, dans cette logique pédagogique, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter uniquement à l'impact score quand on est une entreprise, mais aussi d'aller plus loin pour progresser. C'est pour ça qu'on a construit collectivement une boîte à outils collaborative qui s'appelle l'Impact Score Wiki, qui comprend une centaine de fiches pratiques avec des idées d'action à mettre en place pour progresser sur son impact score. Donc, ça a été co-construit par un certain nombre d'experts. Peut-être que le comité 21 contribuera aussi prochainement. Et donc, ces ressources, voilà, on n'a pas trop de blabla, on essaye d'aller à l'essentiel pour vous donner les meilleurs conseils pour progresser. Et le résultat, c'est que les entreprises aujourd'hui, de plus en plus, se réévaluent d'une année sur l'autre. Sur les 9000 entreprises qui se sont évaluées, beaucoup d'entre elles se réévaluent chaque année ou tous les 2 ans. Et en moyenne, les entreprises prennent plus 6 points par an. Donc, on voit bien que c'est un outil qui n'est pas uniquement un outil de diagnostic, mais aussi un outil qui aide à progresser. Euh, enfin, pour terminer, on vous invite aujourd'hui, si bien sûr vous avez 2 heures devant vous, à vous lancer dans cette évaluation. On vous a mis le QR code que vous pouvez flasher directement, sinon le lien vous sera envoyé directement. Alors c'est un lien qui est spécifique au comité 21, et donc en tant qu'adhérent du comité 21, on vous invite en particulier à passer par ce lien-là. Euh, il y a aussi un lien générique qui est impactscore.fr sur lequel vous pouvez vous évaluer. Et voilà, le lien comité 21 est assez utile parce que ça va permettre à Simon, à Sandrine de pouvoir analyser aussi votre niveau d'engagement et de vous apporter un accompagnement qui sera adapté en fonction de votre niveau à l'impact score. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans cette démarche. Merci Octave. Effectivement, une très belle initiative collective qui n'a pas oublié d'embarquer l'ensemble des parties prenantes et Dieu sait si si les acteurs sont tout à fait nombreux. Donc nous allons pouvoir accueillir dans quelques instants notre entreprise témoin en la personne d'Alexandra Bachelier, donc de l'entreprise des Eugélins. Pour ce faire, je vais peut-être prendre une petite minute, si tu veux bien, je vais reprendre la main sur le partage d'écran, mon cher Octave, parce que Ouais. le comité 21, je le rappelle, c'est un réseau multi-acteurs qui est complètement consacré aux questions de développement durable et de transformation écologique. On est une association, donc près de 400 membres, et on regroupe aussi bien des collectivités, des associations, le monde académique, les citoyens et les entreprises. D'où la pertinence, effectivement, de ce webinaire dédié aux entreprises aujourd'hui, et avec le fait qu'effectivement, nous sommes complètement intégrés et partie prenante donc d'Impact France. Juste en 2 mots, redire aussi peut-être notre raison d'être, parce que tout le monde ne nous connaît pas. L'objet, c'est d'anticiper, d'accompagner et de transformer. Et bien sûr, nous nous appuyons sur l'agenda 2030, les 17 ODD qu'on ne présente plus, avec le principe de promouvoir le partenariat multi-acteurs, notamment sur la ligne publique-privée, et peut-être de souligner que dans notre actualité, depuis mars,
nous avons annoncé une alliance avec le Pacte mondial Réseau France et qu'il y a du coup une grande complémentarité qui se met en place avec notre expertise qui n'est plus à démontrer dans les territoires. Voilà, notre organisation, en fait, c'est deux établissements, un qui est basé à Paris, qu'on appelle l'établissement national, et un autre qui est basé à Nantes, dans le Grand Ouest, et qui nous a permis donc de développer cette spécificité, cette expertise territoriale qui va nous amener dans quelques temps à proposer peut-être d'autres exemples d'établissements dans les territoires. Nous en parlerons un peu plus tard. Voilà. On travaille avec pas mal d'actions, des ateliers, des groupes de travail, des publications. On en a fait une dizaine en 2024, des événements, des formations et, bien entendu, des webinaires comme celui qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, Alexandra, bienvenue. Je sais que vous nous avez rejoints depuis une réunion. Donc, Octave, je te laisse remettre voilà, le slide qui va bien pour accueillir Alexandra, qui représente aujourd'hui les œufs Gélin. Donc, c'est une entreprise de Vendée. Alexandra, merci d'être avec nous. Je sais que ce n'est pas évident pour votre agenda. On voit bien que vous n'êtes pas Bonjour. au bureau, mais dans votre véhicule. Merci de votre Oui, d'intervention. Voilà, et vous allez témoigner en tant que directrice du développement social de cette entreprise. Et pour ce faire, puisqu'on est dans la convivialité, Simon Luc va vous poser quelques questions pour vous permettre de témoigner sur cet outil Impact Score dont nous parlons depuis tout à l'heure avec Octave Clégence de Impact France. d'accord. Simon, c'est à toi. Merci Sandrine, bonjour à toutes et à tous et bonjour Alexandra, merci d'avoir fait l'effort pour vous rendre disponible malgré les conditions un petit peu compliquées. Donc sans plus tarder, la première question toute simple, c'est est-ce que vous pouvez nous dire un ou deux mots pour présenter l'entreprise Les Œufs Gélin et puis aussi quelle est la maturité de l'entreprise, comment vous l'évalueriez par rapport aux questions d'impact? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, donc bonjour à tous. Donc la présentation de l'entreprise, Les Eugélins, c'est une entreprise familiale qui est située en Vendée, entre La Roche-sur-Yon et Montaigu à peu près. C'est une entreprise qui regroupe 250 collaborateurs, qui a 4 domaines d'activité, donc toutes tournées autour de l'œuf. Donc la première, en fait, on est producteur d'œufs. Ensuite, ces œufs, on les met en boîte ou on les casse pour les transformer en nouveaux produits pour des industriels. Et enfin, la quatrième activité, c'est le transport. Donc on transporte nos produits et on collecte les œufs dans les fermes. Et donc comment est-ce que vous évalueriez vous, la maturité de l'entreprise par rapport aux questions d'impact? C'est quelque chose de nouveau ou bien de très ancré dans la culture d'entreprise? Non, c'était quelque chose de très nouveau, hein. On a lancé en fait la démarche RSE l'année dernière. En fait, on faisait beaucoup de choses, mais de façon très spontanée, très peu formalisée et pas inscrit dans une démarche en tant que telle. Et on a profité aussi de cette opportunité d'adhérer au comité 21 pour structurer notre démarche. Et dans ce cadre-là, en fait, on a eu connaissance de l'impact score par le comité 21 et on a du coup lancé cette évaluation. On était vraiment très peu mature parce qu'on démarrait vraiment dans la démarche. Donc, quel était l'objectif poursuivi avec ce calcul de l'impact score? Bah, l'objectif, c'était tout simplement d'avoir une première image en fait de notre bah, justement des items et de notre positionnement. On savait qu'on avait beaucoup de chemin à faire, mais on en était au démarrage. Et l'idée, ça a été d'avoir une photo à un moment T pour bah, poser un premier focus, un premier diagnostic quelque part. Et ensuite, ça nous a permis du coup d'en échanger avec les membres de notre comité RSE, de voir les actions sur lesquelles on pouvait avoir de l'impact assez rapidement. Et donc, ça nous a aidé aussi pour construire notre feuille de route pour l'année 2025 et avec l'objectif, comme on le disait tout à l'heure, de refaire cet impact score de façon annuelle pour voir la progression. D'accord, donc ça s'intègre dans une stratégie plus globale RSE et Oui, c'est un peu oui, un instrument de pilotage en quelque sorte. exactement, oui. Et est-ce que vous pensez que d'autres entreprises comme les Eugélin, d'une taille similaire, des PME, mais peut-être au-delà, hein, enfin, à votre avis, quel est l'intérêt? Est-ce que vous conseilleriez l'Impact Score à d'autres entreprises qui ont soit le même niveau de maturité que vous et qui sont un peu dans la même position, ou d'autres peut-être qui sont déjà plus avancées? Vous y voyez-vous quel intérêt?
Comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, oui, je le recommanderais parce qu'en fait, je trouve que on a un outil qui est très facile d'accès et qui assez rapidement, en effet, c'est vrai quand on dit 2 heures, hein, alors nous on l'a fait de façon découpée parce on n'avait pas forcément toutes les infos au moment où on l'a réalisé, donc quand on n'avait pas les infos, on sollicitait un collègue pour les obtenir, puis on se reconnectait. Mais au global, en effet, c'est un diagnostic qui est assez rapide à faire et qui donne des résultats très concrets rapidement avec l'analyse des points forts, l'analyse des points, les points plus faibles et à améliorer. Donc oui, je le recommande puisque je trouve que pour des entreprises, alors nous, c'est plutôt une entreprise qui avait une faible maturité sur le sujet. C'est très facile à renseigner. Il y a peu de, en effet, il y a peu de documents justificatifs. Donc, en termes de lourdeur, pour des non-initiés, c'est assez facile à mettre en œuvre et ça donne déjà une bonne vision. Après, pour les entreprises plus matures, c'est vrai que j'ai moins de recul puisqu'on n'était pas dans cette situation-là. Mais je pense que le côté assez rapide et premiers éléments permet quand même d'avoir une image intéressante pour soit construire soit enrichir un plan d'action. Merci Eh Alexandre. ben, merci beaucoup, Alexandra. De rien. Vous en parlez de façon très animée. Et du coup, pour continuer à vous poser peut-être une question pour qu'on comprenne bien comment ça a fonctionné, vous êtes directrice du développement social, pas du Oui, développement durable. J'imagine que ça a une signification et je vais vous laisser peut-être nous l'expliquer et qu'on oui. comprenne bien par rapport à nos participants qui se posent des questions, puisque là, on est dans l'illustration vraiment une structure de 450 personnes en territoire. C'est le cas de beaucoup de nos structures en France aujourd'hui qui se posent ces questions. Comment vous avez à l'interne, combien de personnes vous avez mobilisées? Qui a travaillé finalement sur la réflexion, le renseignement de toutes les informations demandées sur l'impact score? Alors, directrice du développement social, en effet, c'est un terme sur lequel on a choisi ce terme-là en interne, parce qu'en fait, à l'origine, moi, je suis rentrée sur la responsabilité des ressources humaines. Donc il y a 12 ans dans l'entreprise. Donc je m'occupais exclusivement de la partie ressources humaines. Et puis avec l'expérience et puis aussi l'intérêt pour des sujets plus vastes et tout cela étant assez lié, j'ai pris en charge l'année dernière la communication. Et quand la direction, on a échangé sur l'intérêt et la maturité de l'entreprise à se lancer dans la RSE, assez naturellement, ça nous a paru assez logique d'intégrer aussi la RSE sur ce périmètre. Donc en fait, donc pour me remplacer sur la partie RH, bien sûr, ça faisait un périmètre trop grand, donc on a recruté une responsable RH pour la partie opérationnelle. Et du coup, sous le terme de développement social, c'est vraiment le pilotage de la partie RH, communication et RSE. Donc voilà ce que ça recouvre, parce que ça a il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées. En termes de mobilisation de personnes, on va dire, on a mobilisé la personne de la responsable qualité, la responsable RH, bien évidemment la direction hein, en amont déjà pour un certain nombre de sujets sur la gouvernance et le pilotage, et puis également la comptabilité. Ok, c'est intéressant, hein, vous entrez par le capital humain pour gérer la RSE. Je Ouais. trouve ça très intéressant parce que finalement, dans les entreprises, on se rend compte que on est dans la gestion du changement et ça passe évidemment par la mobilisation des hommes. Donc, c'est un Mhm. éclairage tout à fait intéressant. On va vous inviter après avec Simon pour la troisième séquence qui va être la séquence questions-réponses. Et on vous invite d'ores et déjà à poser vos questions dans le chat. Peut-être, Octave, une synthèse. Qu'est-ce que tu penses de ce témoignage d'Alexandra Bachelier donc pour les Eugélins en termes, on va dire, d'entreprise témoin? Je trouve qu'elle en parle des mots qui sont très, très élogieux pour l'outil. À quoi ça te fait penser en termes de synthèse? Une idée? Oui, je pense que c'est effectivement un bel exemple. Voilà, j'ai pas exactement en tête la taille de l'entreprise. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous la rappeler? 250 salariés. Ouais. Donc effectivement, ouais, une belle entreprise déjà, mais voilà, je pense que ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est le fait que l'outil est assez accessible et Mm. qui se fait rapidement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que on a essayé d'avoir une transparence aussi des indicateurs, et donc ça, c'est pas forcément le cas dans d'autres référentiels. Donc le fait d'avoir cette transparence et cette architecture très claire, ce que je comprends, c'est que ça aide à structurer la démarche
Mm. et à se mettre dans une démarche de progression. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait que vous avez la volonté de vous réévaluer d'une année sur l'autre et que le sujet est pris au sérieux par l'équipe de direction et que c'est vraiment un outil de pilotage aussi, pas uniquement un outil de diagnostic. Donc voilà, je dirais que c'est les choses qui ont pu m'intéresser dans le témoignage et ravi d'avoir vu toutes les avancées. Je serais ravi de voir une belle progression de votre impact score dans les prochaines années en tout cas. On Pas va, de souci. on va suivre avec ça, tout cela avec grande attention. Donc, en synthèse, slide suivant, on va retenir qu'il faut passer à l'action. Voilà, et donc on vous remet ce GenCon qui vous permet donc d'aller voir un peu plus près comment ça se passe au niveau de cet impact score, puisque donc on l'a mis en place dans le cadre de notre collaboration ensemble, Comité 21 et Impact France. Alors, nous sommes dans un timing absolument impeccable, c'est parfait. Je regarde dans le chat s'il y a des questions. Alors, les gens sont toujours intimidés. Est-ce que, puisque nous ne sommes pas si nombreux que ça autour de l'écran, y a-t-il des personnes qui veulent poser des questions en direct à Alexandra Bachelier ou à Octave Clégence? Profitez-en. C'est une chance de les avoir parmi nous. On a volontairement mis ce webinaire sur une heure de déjeuner pour que les gens puissent trouver le petit moment et comprendre quand on parle de l'impact qu'il y a des outils qui sont à disposition. Marina, non, je vois des caméras qui se mettent en place. Oui, À vous, bonjour. Marina. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Marina Esdiari du groupe Audience. J'ai juste une question. On est dans la vague 2 de la CSRD, donc un peu suspendu. En même temps, il y a le référentiel SME qui est en train d'être finalisé, etc., qu'on va pouvoir utiliser. Donc, je voulais savoir quelles pouvaient être les synergies entre ce score, Impact Score, et par exemple VSME pour ne pas trop démultiplier les démarches non plus, en fait. Oui, merci beaucoup Marina pour la question. Alors effectivement, le contexte actuel, il est plutôt sur un retour en arrière des réglementations européennes, malheureusement, avec la volonté même, la volonté à l'échelle européenne de revenir en arrière sur certaines directives. Je pense que sur ce qu'on voit effectivement, c'est une montée en puissance de la VSME. Et donc, nous, on a fait un gros travail autour de l'impact score pour que ce référentiel, en fait, soit interopérable avec les autres Mm. référentiels. Ce que ça veut dire, c'est que autour de la table, par exemple, en mettant Abrial Gilbert Deluin, qui est un des rédacteurs de la CSRD, nous avons travaillé main dans la main pour que les questions posées dans l'impact score soient formulées assez souvent de la même manière que dans la CSRD et la VSME. Euh, Concrètement, aujourd'hui, euh, si on prend l'exemple des Ogélin qui a évalué son impact score, sur l'ensemble des questions auxquelles les Ogélin a répondu, on a à peu près 30% des questions qui sont formulées exactement comme dans la CSRD. Euh, et donc, ça permet en fait de pré-collecter des informations qui peuvent être utiles pour la CSRD. Alors, on n'a bien sûr pas le même nombre d'indicateurs parce qu'on a envie d'avoir un questionnaire qui est rapide et qui est simple. Euh, mais en tout cas, on pourrait estimer que cet impact score euh, est une sorte de CSRD score parce qu'il s'appuie sur beaucoup de questions de la CSRD, mais il vient apporter en plus cette notion d'objectivation, de scoring que n'a pas la CSRD. Je ne sais pas si ça répond à la question, Marine. Oui, 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 merci. Alors, est-ce que Simon, tu vois d'autres questions? Comme moi, j'ai plusieurs écrans. Je n'en vois pas pour l'instant, mais si les gens se tâtent et réfléchissent à leurs questions, moi je veux bien en poser une en attendant. Euh, Octave, tu disais, enfin, tu disais qu'il y avait évidemment une jungle des labels et que c'est aussi pour ça que l'Impact Score a été créé. Après, dans l'Impact Score était prise en compte dans les points qu'on peut avoir avec l'Impact Score, le fait qu'on soit ou non labellisé. Donc ça ne s'oppose pas apparemment. Bon, en tout cas, j'aimerais avoir ton avis sur est-ce que c'est plutôt l'impact score ou le label ou les deux? Est-ce que ça s'oppose ou pas et dans quelle mesure? Et en fait, comme il y a cette jungle des labels que tu mentionnais, si finalement c'est quand même bien d'opter pour un label également, comment est-ce qu'on fait le tri dans l'offre pléthorique de labels pour choisir celui qui est vraiment le plus pertinent et puis qui traduit des engagements réels? Oui, merci pour cette question. Alors, je pense que
il y a plusieurs éléments de réponse pour, je dirais, plusieurs éléments selon la- le positionnement de la structure. Pour une structure qui aujourd'hui n'aurait aucun label, aucune certification, euh, selon nous, la première étape la plus utile, c'est de se lancer sur l'impact score parce que c'est le référentiel le plus rapide qui va déjà vous permettre de bien vous positionner. Et ça permet de ne pas faire un choix finalement. Parce que faire un choix de se lancer sur un Bicorp ou un Lucie par exemple, c'est un choix qui a des conséquences. Ça veut dire que vous allez être mobilisé dessus avec une équipe pendant parfois 6 mois, un an. Et donc il faut vraiment se poser bien la question avant de se lancer là-dedans. Donc pour ces entreprises qui débutent, je dirais de commencer par l'impact score. Et puis ensuite, si elles souhaitent aller plus loin, si elles voient qu'elles performent plutôt bien sur l'impact score, de s'orienter à ce moment-là vers une certification plus poussée qui peut être pertinente pour elles. Euh, pour les entreprises qui auraient déjà des certifications, des labels, euh, je pense que l'impact score, et je dirais, a moins de valeur ajoutée parce qu'elles se sont déjà évaluées par ailleurs. Mais je pense qu'il est pertinent et intéressant parce que bah, déjà, elles vont devoir bientôt faire l'impact score à la demande d'une de leurs parties prenantes, que ce soit leur banque, leur collectivité ou autre. Donc, elles vont y être obligées prochainement de manière contrainte, probablement. Euh, mais je pense que l'intérêt pour elles aussi, c'est de pouvoir avoir un petit peu une vue globale de leur engagement. Peut-être qu'aujourd'hui, mettons qu'une entreprise soit enfin, ait signé les Science-Based Targets, voilà, qui a un engagement fort en matière de réduction de l'empreinte carbone, mais un engagement qui porte uniquement sur le principe d'action numéro 6 de la réduction de l'empreinte carbone. Et donc, dans ce cas-là, il peut être intéressant de se lancer sur l'Impact Score parce que ça permet d'avoir une vue plus globale de tous ces impacts sociaux et écologiques à 360 degrés. Donc, ça permet de piloter de manière plus large d'autres indicateurs. Voilà un peu la réponse que j'apporterai là-dessus. Et je précise que l'Impact Score, lui, c'est vraiment le questionnaire qui est voilà, le plus simple, qui permet de bien commencer, mais que derrière, à aucun moment, on prétend prendre la place des certifications et des labels. C'est très important que ces acteurs-là continuent de se développer. Euh, on vient plutôt à leur service, et donc les certifications et labels, eux, apportent en plus de l'impact score bah, déjà un audit, ils apportent une certification, une vérification des données. Et puis, ils apportent aussi une marque qui peut être reconnue, voilà, être certifiée Bicorp, c'est quelque chose qui peut être valorisé et qui est assez reconnu du grand public, par exemple. Donc, c'est tout à fait possible d'aller chercher et l'impact score et d'autres référentiels en même temps. Je ne sais pas si ça répond à la question, Simon. Oui, merci. Moi, je pense qu'effectivement, c'est pertinent de le repréciser et qu'on comprenne qu'il y a tellement d'acteurs que parfois les synergies ne sont pas forcément ressenties. On peut imaginer une forme de concurrence, de compétition. J'aime pas trop ces termes, mais l'idée, c'est effectivement pas d'amener un énième outil pour perdre les gens, mais d'être dans une démarche de synergie ou de complémentarité, comme tu viens de nous le commenter. S'il n'y a pas d'autres questions, nous poursuivons dans le timing puisque on fait toujours attention à avoir des webinaires pas trop longs parce que les gens sont fatigués, qu'on est tous très sollicités et puis que c'est aussi l'heure de déjeuner. Donc, je vais vous proposer, en tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, de remercier nos intervenants. Merci beaucoup. C'était Merci à vous. extrêmement utile et précieux parce qu'on parle de choses concrètes. Tous les éléments vous seront redonnés à toutes les personnes qui se sont inscrites, donc en termes de replay et en termes de liens, pour en savoir un peu plus sur cet impact score. Peut-être vous donner tout de suite rendez-vous pour nos 4 prochains grands moments qui arrivent. Alors, jeudi 5 juin, toujours sur l'heure du déjeuner, format d'1 heure qui convient bien. C'est un webinaire, encore une fois, sur la thématique de la société de l'engagement. C'est avec la Fonda, le grand think tank que vous connaissez, ou en tout cas la majorité d'entre vous, et on se pose la question des transformations de société, comment on va se préparer, comment on va s'organiser face à une société qui est en pleine mutation, en pleine transformation, sur la question de la société de l'engagement. Et je pense que tous les acteurs que nous sommes autour de cet écran ou dans l'ensemble de l'écosystème ou d'Impact France ou du Comité 21, nous sommes dans une démarche d'engagement. Le mardi 10 juin, ça sera sur 13h30, 15h, 1h30 de webinaire
dédié particulièrement aux PME. On voit bien que les entreprises et les tailles de petites et moyennes entreprises donc, sont vraiment fortement considérées en 2025 dans nos outils, dans nos rendez-vous. Donc, la question, ça va être comment adapter les PME au changement climatique avec tous les défis et les opportunités qui se présentent, bien entendu avec une vision très territoire. Et nous faisons cela en partenariat avec la CPME. Et puis, le mercredi 18 juin, encore un webinaire, cette fois adressé à un autre public, les collectivités, avec le principe de les accompagner en tant qu'acteurs économiques vers la transition. Et cette fois-là, nous allons repartir avec Impact France pour revaloriser la notion d'impact, cet outil de l'impact score, mais cette fois en s'adressant aux problématiques et au cadre spécifique des collectivités, donc sur le même format d'une heure. Simon, je te laisse le plaisir d'annoncer notre assemblée générale. Ça se Bah, passe, et ça se passe quand? voilà, alors ce sera le lundi 23 juin 2025 le matin. Ça se passera chez Léonard de nos amis Vinci, donc dans Paris 12. Et tous nos membres recevront la convocation très prochainement et on aura grand plaisir à vous y retrouver. Et c'est un moment important parce que c'est aussi un moment où les gens se retrouvent. C'est bien de faire des webinaires, mais c'est bien aussi de se retrouver en vrai. On a de cesse les uns et les autres de se le dire entre nos équipes, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes et notamment dans notre grand écosystème du comité 21. Mais écoutez, on va afficher le lien si vous avez besoin de nous contacter au niveau du comité 21. Donc, ça va être le dernier slide. Et on va vous donner rendez-vous donc pour nos prochains rendez-vous. On vous remercie infiniment à l'ensemble de nos participants. On rappelle que cette séquence a été enregistrée, que le replay sera à disposition. Ainsi, vous pourrez le partager. Encore merci à nos intervenants et merci Simon. Je crois qu'on a plutôt pas mal réussi ce webinaire à préparer pour ce mois de mai 2025. À très bientôt. On vous souhaite à tous et à toutes un excellent appétit. À bientôt. Merci, au Merci. revoir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir.